Vous êtes sur la première, 7h36. Il faut que vous soyez les premiers à dénoncer ces attaques qui sont faites en votre nom. Cet appel lancé hier par l'ancien ministre français de la Justice, Robert Badinter. C'est pas n'importe qui, Robert Badinter. Quand il dit quelque chose, en général, il est écouté. Appel fait aux musulmans de France. Il n'est pas resté sans lendemain. La mosquée de Paris invite tous ses fidèles de l'Hexagone, tous les fidèles de l'Hexagone même, à manifester leur profonde indignation face à la monstruosité des attentats du 13 novembre. Alors, au-delà du recueillement, s'agit-il vraiment d'une démarche indispensable, légitime? Pourquoi devoir à tout prix, quand on est musulman, français, à tout prix se positionner, affirmer au-delà de sa croyance? C'est gage de francité, en quelque sorte. On va se poser la question avec notre invité, Philippe Gonzalez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue des religions à l'Université de Lausanne. Vous avez entendu ou lu ces propos de Robert Badinter. Au fond, de quel droit est-ce qu'il peut appeler les musulmans de France à dénoncer ces attaques? Alors, un élément qui est clair dans ces affaires, c'est que la motivation des terroristes est une motivation qui est aussi religieuse. C'est pas simplement une motivation politique. Donc, on a affaire à une idéologie qui est une idéologie violente, mais qui prend appui sur des éléments symboliques qui sont issus de la religion musulmane. Donc il y a un lien. Par ailleurs, il y a aussi un lien. Ces jeunes ont gravité dans des circuits qui sont des circuits parallèles aux mosquées. Donc ils se radicalisent avec des prédicateurs qui peuvent opérer aux marges des mosquées, mais qui tout de même sont présents dans l'islam français. Il s'agit de dire que l'islam est différent de l'islamisme, et l'islamisme, qui est en fait la vision politique de l'islam, est lui-même encore différent du terrorisme qui se réclame de l'islamisme. Donc avec l'État islamique, on est face à une forme de terrorisme, une idéologie violente qui veut imposer comme régime politique une version, on va dire, totalitaire de l'islam. L'islam est un prétexte, n'est pas le fondement. Alors l'islam... Parler de prétexte, c'est compliqué. Il y a plusieurs causes. On va dire que c'est le moteur, c'est un des moteurs idéologiques. Et donc, on trouve, comme on pourrait trouver dans la Bible, on trouve des incitations au combat. Oui, il y a quelques sourates, il y a 5 sourates, je crois, qui sont violentes voilà. réellement. Donc, il y a des textes, comme vous les trouvez dans la Bible, on les trouve plutôt dans l'Ancien Testament, mais ça n'a pas empêché les croisés d'aller rechercher ces textes pour mener des croisades. Et puis, on trouve surtout des interprètes, des pseudo-théologiens ou des théologiens très conservateurs qui vont inciter à une forme de violence qui peut prendre appui sur des inégalités ou sur on va dire des injustices qui sont réelles. Quand on voit la souffrance qui est imposée au peuple syrien, c'est un moteur très puissant de sensibilisation de jeunes qui sont sensibles à des injustices, qui aimeraient se mobiliser pour une grande cause. On voit que tout ça est évidemment très complexe, très fin, très subtil, Philippe Gonzalez. Mais cela dit, alors, selon vous, est-ce qu'un musulman français, devrait quand même prendre la parole et dire « je me distancie, tout cela n'a pas été commis en mon nom », etc. Est-ce qu'il faut faire ça? Alors, la question, c'est combien de temps devront-ils continuer à le faire? C'est ça la question. Parce que certains l'ont fait, effectivement, au lendemain ou même le soir même des attentats. Exactement, ça s'est fait. Ça s'est fait après les attentats de janvier qui ont touché Charlie et l'hypercacher. Donc la question c'est combien de temps les musulmans vont-ils devoir se sentir obligés de le faire? Alors c'est la première question. Vous avez la réponse à cette question, vous? Alors moi j'ai une esquisse peut-être de réponse. Ça appelle à une organisation des associations musulmanes qui soit une organisation représentative, forte, démocratique, et qui permettent de donner des interlocuteurs au pouvoir officiel et aux médias pour être très clair sur ces choses-là. Premier élément. Deuxième élément, on voit par exemple en Suisse, je compare maintenant avec le cas suisse, ici dans le canton de Vaud, l'Union vaudoise des associations musulmanes a directement appelé à une manifestation le samedi, dans l'après-midi, pour dénoncer toute forme de violence. Et on a entendu son représentant sur notre antenne d'ailleurs. Absolument. Donc avoir des interlocuteurs, ça permet de clarifier le discours vis-à-vis des autorités et vis-à-vis des médias, ce qui est très important. Et puis par ailleurs, il faut aussi une réforme en profondeur de l'enseignement de l'islam. De l'enseignement parce qu'il faut développer une réflexion musulmane, une théologie qui est adaptée aux sociétés occidentales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire intégrer une vision théologique qui fait la part des choses, qui fait la part à la critique, qui fait la part aux sciences humaines, à l'histoire, aux notions des droits de l'homme. Alors ça commence à se faire, mais il faut, à mon avis, une
pression plus forte de la part des pouvoirs publics et aussi des moyens. Ouais. Parce que si vous allez visiter n'importe quelle mosquée, vous verrez que ces mosquées, ici, localement ou en France, sont des lieux extrêmement, modestes. Ce sont des gens qui ont construit ça, qui financent le culte, c'est pas financé par l'État. Et donc ça veut dire que pour développer des études de théologie, il faut des financements. Mais quand même, pardonnez-moi si je pousse la question jusque-là, mais vous faites quand même le lien, au fond, entre les musulmans et ce qui s'est passé, ou disons, ce lien existe plutôt, oui, mais ça veut dire que c'est comme si on appelait les juifs israéliens à dénoncer quelques exactions israéliennes dans les territoires occupés, ou les chrétiens à s'excuser ou à battre leur coulpe pour la sanglante prise de Jérusalem par les croisés il y a quelques siècles, au fond, si je pousse le bouchon. Ça va jusque-là, ce raisonnement, non? Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que l'idéologie, en fait, qui porte les activités de ces terroristes, est une idéologie qui est fortement, qui circule, qui est fortement promue par l'Arabie Saoudite. C'est le wahhabisme et le salafisme. Donc, il y a des passerelles. On ne peut pas directement dire que tous les musulmans, c'est pas possible en fait, et c'est faux même. On a des musulmans qui sont engagés pour la paix, qui sont engagés dans le dialogue interreligieux, qui sont des partenaires de la société, qui font un travail local qui est remarquable auprès des jeunes, mais on a aussi ces courants-là. Donc il s'agit de renforcer les courants qui promeuvent le dialogue dans la cité et le dialogue avec les autres religions. Sinon, on s'expose à laisser les pétrodollars financer la circulation de doctrines qui sont délétères. Ensuite, il y a un tissu social qui n'est pas le même, on l'a entendu ce matin, qui n'est pas le même entre la Suisse et la France. On a eu des phénomènes de ghettoisation en France, très très forts, c'est lié aussi à la politique de la ville. Bien sûr. Écoutez, on en discutait hors antenne, encore Philippe Gonzalez, entre collègues ce matin, on a dit au fond, c'est la politique de la ville menée par la France dans les années 60, dès les années 60, retour d'Algérie, etc. C'est la banlieue qui descend sur la ville, ce qui se passe là, c'est clairement ça. On a laissé les banlieues livrées à elles-mêmes, on a constitué des ghettos, on a constitué des zones quasiment secondaires. Ces gens sont considérés comme des citoyens de second rang. Et l'islam s'est invité plus tard dans ce débat. L'islam a fourni un cadre idéologique, un cadre aussi de valorisation de soi. Quand on apprend que nous sommes les misérables de la société, mais que paradoxalement nous sommes élus par Dieu en fait pour mener son combat, on a vite fait le choix. Alors, c'est très difficile de résister. Donc, dans ce cadre-là, un islam ultra rigoriste a trouvé un terreau fertile. Et puis, on voit bien aussi que, on le voit, les jeunes qui ont commis ces attentats ont eu un passage à la fois par l'étranger et pour certains par la criminalité. Et on voit qu'on leur dit, votre passage par la violence peut être utile pour une cause divine. C'est terrible, c'est extrêmement pervers. Et c'est pervers et c'est extrêmement efficace. Donc au fond, il ne faut pas qu'une réponse policière, il faudrait aussi une réponse d'urbaniste, de théologien, d'architecte, etc. Absolument. Sur les mesures envisagées par l'État français, notamment le Premier ministre Manuel Valls, il faut expulser tous les étrangers qui tiennent des propos insupportables contre la République. Il faut fermer les mosquées, les associations qui aujourd'hui s'en prennent aux valeurs de la République. C'est ce qu'a déclaré, je cite ses propos, Manuel Valls. Il va même plus loin que ce que réclame la droite ou même le Front National. Est-ce qu'il faut aller aussi loin, selon vous? Fermer les mosquées qui s'en prennent aux valeurs de la République? Alors, ça pose une vraie question. Effectivement, il faut lutter contre les discours qui sont des discours extrémistes. Il faut lutter contre ces discours, mais je ne pense pas que c'est en censurant, il faut être vigilant à ces discours-là, mais je pense qu'il faut plutôt promouvoir une alternative, qui est une alternative constructive pour montrer qu'on peut être musulman et faire partie intégrante de la cité, de la société. Donc il me semble. Et puis il y a une mesure qui m'a semblé extrêmement délétère, c'est l'idée de déchoir de la nationalité. Oui, ceux qui sont binationaux, qui ont un passeport français et un autre. Oui. Alors, pourquoi c'est une fausse bonne idée? Dites-le nous, oui. Le message il est assez simple. Ça consiste à dire aux gens qui sont binationaux qu'en réalité, ils sont des citoyens de second rang. Et qu'en réalité, il faut mériter le fait d'être français. Et que, étant maghrébins, parce que c'est bien cette catégorie-là de personnes qu'on vise, étant maghrébins, en réalité, ils n'ont jamais été vraiment français. Donc ça pose un problème fondamental. Autant pousser ces jeunes. Imaginez un jeune français issu de l'immigration marocaine, imaginez qui n'a jamais vécu au Maroc, vous lui retirez sa nationalité, vous l'envoyez au Maroc, mais
autant lui payer un billet directement pour la Syrie et l'envoyer chez Daesh. Oui, c'est la double peine au fond, c'est ça. Et de la crise des banlieues, dès les années 60, jusqu'à cette idée de déchoir un double national de son passeport français, au fond, c'est le même processus qui est en cours depuis une cinquantaine d'années. Absolument. Et là, la France, pardonnez-moi de le dire, c'est terrible, mais elle récolte un peu ce qu'elle a semé aussi à l'époque. C'est un constat absolument indicible, mais au fond, il y a un lien de cause à effet. Absolument. Et je pense que ça pointe un échec politique fondamental. Cet échec, c'est si l'on est obligé de déchoir un national de sa nationalité pour régler un problème sur le vivre ensemble, c'est que véritablement, les solutions qu'on a proposées sont extrêmement minces. Philippe Gonzalez, on a aussi ce cas de centre islamique du côté de Winterthur, vous entendiez ça, oui. Visiblement quelques jeunes issus de ce centre islamique seraient partis pour la Syrie. C'est du djihadisme Swiss-made, bon, ça existe, c'est un peu marginal, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire là en l'occurrence ? Alors là, je crois que maintenant, on a des spécialistes qui se sont penchés sur la question de la radicalisation des jeunes, avec différents profils. On n'a pas simplement des gens qui sont des déshérités, qui sont tentés par ces discours-là. On a aussi des jeunes qui sont issus des classes moyennes, qui soient issus de l'immigration ou pas. Donc on a aussi des nationaux qui sont tentés par ça, qui sont des convertis, et qui sont des gens... J'écoutais Dounia Bouzar, qui est la spécialiste française, c'est une anthropologue, et qui a un programme de déradicalisation qu'elle met en œuvre avec le gouvernement français. Et elle disait cette chose intéressante, c'est que le point commun entre tous ces jeunes qui se radicalisent, c'est que fondamentalement, ce sont des gens très moraux, qui sont sensibles aux injustices. Et la façon dont ils sont radicalisés, est extrêmement subtil. Ils se radicalisent en ligne, ils sont coupés de leur réseau d'amis locaux et puis ils vont être progressivement, avec des vidéos, on va les inciter, en fait, on va leur montrer des injustices et leur dire « tu es choisi pour faire la différence ». Et puis progressivement, on va les amener vers un contenu qui est celui de l'islam radical et les inciter au départ et à la violence. Mais on voit bien que ce sont des jeunes finalement qui sont en quête de sens. Ce sont des jeunes qui pourraient faire d'excellents militants dans des partis politiques, qui pourraient faire d'excellents cadres dans des associations. Et ces jeunes-là, qui sont des forces vives, sont captés par ces discours simplement parce qu'il n'y a pas de médiation religieuse autour d'eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation forte du point de vue local pour replacer ces discours-là dans un contexte qui est celui d'une communauté locale. Et vous le savez bien, quand on est adolescent, on est en tension avec l'autorité des parents. Et on est plutôt dans un rapport de symétrie avec des pairs, avec des jeunes de notre âge ou avec des jeunes qui sont en ligne. Donc il faut, à mon avis, être attentif à ces jeunes-là, ne pas directement stigmatiser les autorités, les mosquées locales, il faut voir quels sont les discours déjà qu'elles tiennent, et puis rappeler aussi ces mosquées à la responsabilité qu'il a leur d'encadrer ces jeunes, de les suivre, donc de développer des programmes pour les jeunes. Et ça signifie aussi pour les pouvoirs publics d'être capable de former des responsables de jeunesse, de donner des moyens pour former des responsables de jeunesse qui sont sensibles à cette problématique de la radicalisation. Et alors, je vous entends bien, c'était tout à fait intéressant. Que faire avec ceux qui reviennent, qui sont partis en Syrie, qui reviennent pour les Suisses, par exemple, il y en a quelques-uns. Alors évidemment... on les met en prison, on les débriefe. Ce qui est délétère, c'est évidemment de les criminaliser. Parce que les criminaliser, c'est les renforcer. Il s'agit de les suivre. L'un des jeunes djihadistes en Suisse qui est revenu a été récemment condamné à des travaux d'intérêt public, ce qui est très très bien en fait. C'est réintégrer ces jeunes dans un tissu social, leur montrer que leurs actions ont un sens, et puis faire un accompagnement aussi spirituel, parce que si ces jeunes sont tournés vers la religion, c'est qu'ils sont en quête de sens, donc il leur faut des figures d'identification religieuse, qui sont des figures qui savent composer avec la société et qui savent articuler un discours qui est complexe et pas binaire entre le bien et le mal. Le mal, c'est l'Occident, le bien, c'est l'islam. Donc on voit bien la tension. Philippe Gonzalez, vous êtes avec nous une dizaine de minutes encore. On va commenter la presse. Esther Coco et Dominique Chauffin nous ont rejoints avec tout d'abord 2 articles qui vont évidemment vous intéresser. D'abord, cette critique qui concerne, on y revient, les fédérations musulmanes de France. C'est à lire dans le Tages-Anzeiger, Esther. Oui, un ancien fonctionnaire très influent au sein du gouvernement français, connu sous le pseudonyme de Camille Desmoulins, a osé cette critique dans le journal Le Point, repris aujourd'hui par le Tagui. Il ne suffit
suffit pas de dire que Daesh et le djihadisme n'ont rien à voir avec l'islam. Les fédérations musulmanes françaises doivent aussi prendre leurs responsabilités, car les institutions musulmanes ne sont pas en mesure aujourd'hui de comprendre le mode de vie français et de le communiquer aux jeunes hommes. Trop d'imams viennent du Maghreb, du Maroc, d'Algérie. Ils ne parlent pas français ou très peu. Ils sont souvent des représentants de l'islam conservateur. Au sein de la Fédération des musulmans de France, il règne même un climat islamique macho. Or, un islam français est nécessaire, un islam qui s'inspire des Lumières. Oui, c'est ce qu'Alain Finkielkraut, philosophe très contesté et peut-être contestable par certains aspects, nomme l'inclusion. Il dit il n'y a pas d'intégration, mais il y a de l'inclusion. Au fond, ce sont des imams un peu hors sol, Philippe Gonzalez. En Suisse aussi, il y en a. Il faut que ça change. En fait, ça pose la question de la migration et des différentes générations. Les premiers imams ressemblaient à leur communauté. C'est-à-dire qu'ils venaient du pays, ils pouvaient venir de Turquie, ils pouvaient venir des Balkans. Aujourd'hui, la nouvelle génération d'imams devrait être des imams qui ont grandi sur le sol suisse, sur le sol français, qui sont formés et qui savent faire l'articulation, cette tension entre les savoirs des sciences critiques, des Lumières, issus de l'Occident, et puis la tradition musulmane. Et je pense que là, on a un défi à relever. Un véritable défi. Et en Suisse, vous qui connaissez la photographie, les imams viennent d'où en général ? Alors, généralement, les imams sont des ressortissants des pays, des communautés. Les communautés sont organisées selon une modalité ethnique. Vous avez des Bosniaques, vous avez des Albanais, vous avez donc ou des Turcs. Donc, généralement, les pays, comme la Turquie, gardent d'une certaine manière le contrôle sur les islams qu'ils envoient. Donc, il y a des accords, là aussi, internationaux. Mais du coup, ça pose une vraie question sur quel va être le visage de la prochaine génération d'imams, parce que les musulmans qui sont nés ici, en fait, c'est des secondos, ils sont intégrés, et je pense qu'il leur faudrait aujourd'hui des islams qui correspondent à leurs attentes et à leurs spécificités culturelles. Faudrait aller jusqu'à une loi qui stipule que les imams qui prêchent sur notre territoire soient nés en Suisse. Enfin, il faudrait régler ça comment ? Je pense qu'on peut commencer par... Dans les universités ou... Alors, on a des cas d'imams qui ne sont pas nés ici, mais qui sont parfaitement acclimatés. Je pense à l'imam de Berne, Mehmeti. Je pense surtout qu'il leur faut une formation, qui soit une formation locale, qui les forme à la fois à nos institutions, à notre histoire, à notre culture, mais également qui leur permette de repenser toute leur tradition à l'aune des sciences sociales et historiques, comme l'a fait la théologie chrétienne, ici depuis un siècle et demi. Un diplôme d'imam suisse, quoi. Absolument. Ouais. Et voilà, une toute autre critique dans le temps, et ça aussi, ça va vous intéresser, Philippe Gonzalez, ça concerne le Parti socialiste. Le comité directeur du Parti socialiste soutient le référendum non à l'État fouineur, une décision critiquée par l'éditorialiste du temps. Le PS se coupe à ses yeux de la réalité et de sa base en opposant encore et toujours sécurité et liberté. Et pourtant, les socialistes ont 2 membres au Conseil fédéral, dont Simonetta Sommaruga, qui est en charge de la sécurité, justement. L'éditorialiste du temps appelle donc le Parti socialiste à décider si pour lui le droit à la sécurité collective est bel et bien un droit fondamental. Bon, depuis vendredi, Philippe Gonzalez, on nous répète qu'on n'a plus trop le choix, que la sécurité doit primer sur nos libertés. Est-ce qu'on n'a vraiment plus le choix ? Alors, déjà, il faut revenir sur les attentats, parce que le mode opératoire du terrorisme a une incidence sur la façon dont aujourd'hui on est en train de se poser des questions. Le terrorisme, c'est une instrumentalisation de la violence et donc des émotions collectives pour faire pression sur un ordre politique. Pour faire pression sur l'opinion publique, par-dessus la tête de ses dirigeants, et on voit ensuite les dirigeants s'emballer, comme François Hollande qui se met à parler de guerre, et aujourd'hui tous les analystes sont en train de dire oui, mais quand il disait guerre, c'était sous le coup de l'émotion, on n'est pas vraiment en guerre, parce que de toute façon l'État islamique, c'est pas un État, c'est une organisation terroriste. Donc ça, c'est le premier élément, pas d'emballement. Ensuite, posons-nous la question, quelle est la différence entre des mesures qui sont des mesures de sécurité ou une politique sécuritaire, où on a un emballement, une rhétorique sur la sécurité et un grignotage, en fait, irréfléchi des libertés individuelles. Donc la question à se poser, c'est est-ce que les mesures que nous avons actuellement pour lutter contre le terrorisme sont adaptées ? Et moi, j'ai entendu des spécialistes du renseignement nous dire ce qui nous manque aujourd'hui, on a beaucoup de données informatiques, ce qui nous manque, c'est des enquêteurs, c'est du renseignement humain. Donc on a beaucoup investi, on va dire, sur le big data,
assez peu sur des enquêtes de proximité. Et c'est ça qu'il faudrait remettre en œuvre, un petit peu comme le journalisme, qui peut s'appuyer sur du big data et cesser d'envoyer des journalistes sur le terrain, des reporters. Donc on voit bien les problèmes que ça pose. Ensuite, la question c'est, est-ce que l'arsenal légal que nous avons est adapté ? Et sinon, est-ce qu'il nous faut des nouveaux outils légaux pour pouvoir mener à bien ce combat ? Et dans quelle mesure ce nouvel arsenal légal va nous obliger à concéder sur des libertés fondamentales ? Ce sont toutes ces questions qu'on doit se poser. Et l'agenda sécuritaire nous fait zapper toutes ces questions pour sauter directement à « il nous faut des nouvelles lois et on va restreindre, donc sacrifions nos libertés ». Et je trouve que ça va un peu vite. Ne pas confondre sécurité et discours sécuritaire, c'est pas la même chose. Les autres points forts de la presse, avec tout d'abord des tensions au sein de l'UDC. Là, on change de sujet en vue de l'élection au Conseil fédéral. La décision de la direction de l'UDC de présenter un ticket à 3 en vue du Conseil fédéral avec une représentation romande et tessinoise, eh bien cette décision crée la mauvaise humeur au sein de l'UDC, révèle le Tag Sager, car de facto, il ne reste plus qu'une place pour un candidat alémanique. La concurrence est donc rude. C'est surtout la nomination assurée du Tessinois léguiste Norman Gobi sur le ticket qui suscite l'irritation. C'est une gifle pour les membres de l'UDC qui se donnent pour le parti depuis près de 20 ans, témoigne un élu. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La concurrence a commencé à tirer sur le groupe Volkswagen. Avec cette démarche insolite en Italie relevée par le quotidien Le Temps, les propriétaires d'une VW reçoivent une prime de 1 500 € s'ils échangent leur voiture contre une Fiat ou une Jeep du groupe Fiat Chrysler. Les ventes italiennes de ce constructeur ont d'ailleurs profité de cette promotion, comme le relèvent les dernières statistiques d'octobre, alors que la marque VW, elle, plonge de près de 7% en Italie. Lucerne veut supprimer les notes à l'école primaire. Ce canton de Suisse centrale veut éliminer cette barrière pour les élèves en difficulté dès 2017-2018, nous relate ce matin la Neue Luzerner Zeitung. L'objectif est d'éviter le redoublement, jugé peu efficace. La fêtière des PME regrette que le canton choisisse à ses yeux la voie de la facilité. L'école doit orienter ses objectifs sur les exigences du monde du travail au lieu de les contourner, estime son président. L'école aussi critiquée à Genève, la Cour des comptes pointe du doigt la formation des enseignants du secondaire. Avec un verdict clair, seule une réforme totale du modèle permettra de sortir de l'impasse actuelle. Et les critiques pleuvent, relevées par la Tribune de Genève et le Courrier. La sélection des étudiants est inégale. Il existe des traitements de faveur, notamment pour décrocher un stage pour terminer sa formation. Voilà pour la presse. Philippe Gonzalez, une dernière réaction, je ne sais pas, peut-être vous qui êtes dans le domaine de l'enseignement universitaire, supprimer les notes à l'école primaire, vous en pensez quoi ? On s'est rendu compte que ne pas faire intervenir la sélection trop tôt dans le cursus scolaire favorisait en fait les élèves, leur permettait de combler leur retard et leur donner plus de chances à l'avenir. Donc une sélection trop forte peut en fait les envoyer sur des voies de garage, mais ça veut dire qu'il faut penser une forme d'évaluation alternative à celle des notes, ce qui n'est pas facile du tout. Non, oh là là, et le débat reprend à chaque fois. Merci beaucoup, vraiment passionnant d'avoir été notre invité. Vous êtes sociologue des religions à l'Université de Lausanne, Philippe Gonzalez. On vous souhaite une bonne journée.